Alors Jacques Delors, bonsoir. Alors j'ai vu que vous écoutiez avec attention la musique du générique de cette émission. Je vais vous poser une question, vous êtes un mélomane averti. Est-ce que vous avez reconnu cette musique? Je peux me tromper, mais je crois que c'est Live and Let Die des Beatles. Ouais, c'est de Paul McCartney, parfait. C'est une bonne réponse à une première question. Maintenant passons aux choses plus graves. Il y aura un an demain que vous êtes entré dans le gouvernement de Pierre Mauroy avec le poste qui est toujours le vôtre aujourd'hui de ministre de l'économie et des finances. Alors, le 21 mai dernier, tout le monde s'accordait à dire que vous acceptiez là un poste important et vos adversaires politiques vous attendaient, et vous, la gauche, au virage de l'économie. On pensait que la gauche ne saurait pas gérer les affaires de la France. Chez vos partisans, au contraire, on attendait tout de vous. On attendait la justice, le dialogue, la solidarité. On vous voyait déjà pourfendre les inégalités, le chômage, la vie chère, réformer la fiscalité dans un sens plus juste. Et les questions, bien entendu, qu'on vous posera tourneront autour de qu'avez-vous fait, monsieur le ministre, de cette première année de pouvoir. Alors vous nous direz aussi où vous souhaitez conduire la France et les Français. Alors pour vous interroger ce soir, les téléspectateurs d'Antenne 2 qui peuvent dès maintenant appeler SVP 1111, c'est-à-dire pour ceux d'entre eux qui n'ont pas de lettres sur leur cadran, 787 11 11, précédés, s'ils appellent de province, du 16 et du 1. 16 1 787 11 11. Mais avant de donner la parole aux téléspectateurs à la fin de cette émission, vous allez, monsieur le ministre, et vous le savez, car vous savez que c'est la règle du jeu, vous allez passer 3 mauvais quarts d'heure avec 3 journalistes successifs dont je vous ai jusqu'à présent caché les noms. Alors, l'heure est venue de découvrir ensemble les noms du premier d'entre eux, et à vous de tirer au sort. Alors, je vous dis, journaliste numéro 1, journaliste numéro 2 ou journaliste numéro 3, vous choisissez. 2. Alors 2, je consulte ma liste, et 2, Noël Copin d'Antenne 2. Alors, Noël Copin d'Antenne 2, et le chronomètre démarre. Chronomètre, top, c'est parti pour 15 minutes. Bien, monsieur le ministre, une question qui n'est pas originale parce que c'est celle que toute la presse se posait ce matin. On annonce un indice des prix de 1,1 ou 1,2 au mois d'avril. Avec cet indice-là, pouvez-vous tenir votre pari d'arriver à 10% d'inflation à la fin de l'année? Oui, je le pense, bien que j'aurais espéré 1,1 pour le mois d'avril. Mais pour expliquer cela, peut-être pourrions-nous revenir un peu en arrière, en juin dernier. Que faire? Il y avait 3 solutions. Premièrement, bloquer les prix. C'est la solution la plus populaire. Mais l'expérience a montré qu'on ne savait jamais comment en sortir. Et puis bloquer les prix au moment où nous voulions relancer l'expansion, c'est un peu comme si vous accélériez et freiniez en même temps sur une voiture. Ça donne une belle embardée. Ou plutôt, ça donne l'étouffement. Deuxième solution, pratiquer une purge. C'est-à-dire accepter d'avoir 2,5 millions de chômeurs à la fin de 1982. Ça n'était pas possible. Non seulement parce que la gauche n'avait pas été élue pour accroître le nombre des chômeurs, mais surtout parce que le chômage mine notre société, son goût du travail, ses forces, son courage, sa capacité de survie. Par conséquent, il n'était pas question de purger. D'ailleurs, avant nous, pendant 56 mois, Raymond Barre avait utilisé ce que j'appellerais une semi-purge. Et le résultat était là, 800 000 chômeurs de plus en 56 mois, et lorsque nous sommes arrivés, un taux d'inflation de 15%. Alors devant cela, et étant humble devant les faits, il nous a semblé que le mieux était de s'attaquer à la cause la plus évidente de l'inflation, c'est-à-dire l'intoxication. On s'habitue à vivre à 14, à 15% d'inflation. Les spécialistes discutent sur les chiffres et disent que c'était moins de 15%, que c'était 13,8 ou même 13,2. Écoutez, j'ai confié à M. Châtel 2 petits graphiques. Si ça n'est fait pas trop rétro ou ancienne télévision, on peut peut-être les montrer. Non, bah restons sur votre chiffre. Regardons un peu ces graphiques. Vous les commentez, monsieur le ministre? Voilà. Alors, vous avez l'année 1981, et vous voyez que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous étions peut-être sur une pente de 13,6, mais le gouvernement avait retardé toutes les hausses de tarifs publics. Moi, je comprends rien. Je ne vois pas quand vous êtes arrivé au pouvoir là-dessus. Alors, expliquez-moi. À quel endroit de la courbe? Alors, écoutez, on va pas casser le rythme de l'émission. Nous sommes arrivés au pouvoir, 1, 2, 3, 4, 5, là, au moment où les prix sont entre 13 et 14. D'accord. Hein?
Donc nous avons fait les hausses de tarifs publics qui auraient dû être faites avant. Je dis donc que nous étions sur un rythme de 15%. Et ensuite, après avoir soldé cette affaire, nous avons essayé de redescendre progressivement, puisque toutes les autres méthodes ont échoué. Et donc au 4e trimestre, nous étions sur un rythme annuel de 12%, et à partir de là, nous avons pu, dans le secteur public, car dans le secteur privé, les choses étaient parties, proposer aux organisations syndicales une nouvelle donne salariale qui nous permettait d'habituer une partie des salariés à des hausses de salaire en nominal moins fortes, mais tout en leur garantissant, comme aux autres, le pouvoir d'achat. Et par conséquent, sur ce rythme-là, je m'attendais à une hausse des prix de 6,2% au premier semestre, de 5,7% au second, pour être précis, et pour le 4e trimestre, 2,5%, c'est-à-dire multiplié par 4, les 10% dont vous parliez tout à l'heure. C'est ce que vous appelez, dans une formule que vous avez lancée cet après-midi chez notre confrère Le Monde, la désinflation en douceur. Alors, je voudrais dire au directeur de l'actualité que je n'ai pas donné d'interview au Monde. Comme cela arrive souvent, un journaliste m'a téléphoné pour me dire « je fais un article ». Par conséquent, je ne commenterai pas ce qui n'est pas un interview. Mais enfin, c'est bien ça la formule, la désinflation en douceur, parce que je crois que c'est la seule méthode qui permettait d'être conciliable avec la lutte contre le chômage. Monsieur le ministre, vous nous dites que vous n'avez pas accordé d'interview, mais cette interview est quand même maintenant imprimée. Est-ce que vous la démentez et c'est quand même maintenant dans le domaine public? Non, j'ai eu une conversation avec Monsieur Vernol, mais il ne m'a jamais dit qu'il ferait un interview, et je lui ai donné des éléments, comme je vous en donne à chacun d'entre vous, lorsque vous m'appelez, parce qu'il m'a dit qu'il faisait un article. Alors, il y a quand même une phrase qui a retenu l'attention de pas mal de lecteurs du Monde. Un gros travail est à faire pour dégager l'horizon des chefs d'entreprise dont le moral a été très atteint en février pour des raisons psychologiques et politiques sur lesquelles je préfère ne pas insister. Écoutez, c'est l'heure de vérité aujourd'hui, c'est pas l'heure des cancans. Par conséquent, je voudrais vous montrer mon deuxième graphique et rester sur les prix, si vous le permettez. Donc vous ne répondez pas sur cette question des patrons et des problèmes psychologiques et politiques. Nous sommes là pour expliquer aux Français le mieux possible ce qui se passe. Alors si on regarde le deuxième graphique, on verra que les prix, ce n'est pas innocent. Le gouvernement ni le ministre des Finances n'est pas l'enchanteur Merlin. Regardez la courbe du haut, celle qui est la plus haute. Ce sont les prix agricoles. Mais en contrepartie, le revenu agricole a cessé de se dégrader. Le revenu agricole avait gagné 27% de pouvoir d'achat de 70-73. Il en avait perdu 17% de 73 à 80. En 81, il a été maintenu grâce aux efforts que nous avons faits en fin d'année. Et maintenant, le revenu agricole, sans même des aides particulières, est au-dessus de la hausse des prix, puisque les prix à la production montent de 14,5%. Alors si je souhaite que les prix baissent, je suis quand même heureux que les agriculteurs retrouvent, par le produit de leur travail, un revenu valable. Si vous regardez le deuxième, ce sont les services. Nous avons appliqué des contrats de modération avec la plupart des professions. Je préfère ça au blocage des prix, que je considère comme une mesure absolument exceptionnelle. Et vous voyez que les services restent entre 10 et 11 que nous avions prévu. Un peu plus parce qu'il y a les loyers ce mois-ci. Quant aux prix industriels, ils sont raisonnables, autour de 10, compte tenu de la situation et compte tenu des coûts de production. Voilà la situation. Donc les prix, ce n'est pas le ministre de l'Économie et des Finances qui, d'un coup de baguette magique, peut les changer. Les prix correspondent à l'économie, à ce qui se passe. Et pour l'instant, un des éléments positifs de cette hausse de prix qui ralentit peu, c'est quand même le soutien du revenu des agriculteurs. Donc pour résumer, Monsieur le Ministre, pas de changement de votre politique, vous continuez sur la même ligne. Bien sûr. Nous parlions tout à l'heure du bilan de l'année et à propos de changement. Avez-vous l'impression que ce changement a profité à ceux qui sont les plus défavorisés? J'ai relu avant cette émission, je ne dirais pas vos œuvres complètes, mais je suis tombé sur une phrase où vous disiez que vos convictions vous plaçaient d'emblée du côté de ceux que la société écrase ou ignore. Avez-vous l'impression que ceux qui étaient écrasés ont été ignorés ou non par la nouvelle société? Oui, la solidarité, c'est un idéal. Mais chacun peut avoir sa conception de l'existence. Mais la solidarité, c'est également une nécessité. Tout à l'heure, nous parlerons de l'effort. Tout à l'heure, je l'espère, nous parlerons de la guerre économique dans laquelle la France est plongée. Mais pour que la France réagisse, il faut qu'elle soit plus solidaire. Nous avons donc pris les mesures qui correspondaient à nos engagements pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, pour les familles, pour les salariés aux revenus modestes. Et en même temps, puisque nous avions dit que nous réduirions la durée du travail, nous avons fait une première étape de façon à bien montrer que nous n'avions pas été élus sur un programme fantôme, mais sur un programme réel. Ces mesures ayant été prises, elles ont eu un double effet. Premièrement,
Beaucoup de Français ont aujourd'hui l'impression qu'ils sont dans le même bateau que les autres, qu'ils ne sont pas des délaissés. Et si aujourd'hui on parle d'effort et de rigueur, ils savent que ce n'est pas eux qui mangent tout le pain noir alors que d'autres ont le pain blanc. Et en second lieu, cet effort de solidarité a permis de soutenir la croissance économique. Autrement dit, nous avions une voiture économique qui roulait à 50 à l'heure. Actuellement, elle roule à 70 à l'heure. Certains disent « Ah, pourquoi pas 80 ?» On expliquera ça tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous avez lancé vous-même le mot d'effort. Je n'ai pas été surpris, car c'est un mot que vous avez utilisé, je crois, presque dès votre nomination. Quelle différence entre l'effort, quand c'est Jacques Delors qui prononce ce mot, et quand c'est Raymond Barre? La différence, d'abord, il y a le style des hommes, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Disons politiquement. Je lis avec intérêt tout ce que dit M. Raymond Barre. Et nous aurons peut-être l'occasion de reparler de ce qu'il a dit aujourd'hui. Voilà. Et chaque fois qu'il donne un conseil au milieu des critiques, je pêche la fleur pour m'en servir. Mais ce n'est pas ça qui est en cause. M. Raymond Barre faisait le même diagnostic que moi de la situation, la guerre économique, la nécessité pour la France de se muscler et de vaincre. Car ce qui est en cause, ce n'est pas l'augmentation de notre niveau de vie, c'est le maintien de notre niveau de vie d'ici 1990. Ce qui est en cause, ce n'est pas une grande politique étrangère sans s'occuper de l'intendance économique, c'est la capacité en 1990 de la France de jouer un rôle dans le monde. Que diraient nos enfants et nos petits-enfants si, nous laissant aller, nous leur laissions une France qui n'a plus son mot à dire dans le monde? Vous employez volontiers le mot « effort ». Il y a un mot qui n'est pas utilisé depuis un an, qui était utilisé avant, c'est le mot d'austérité. Est-ce qu'un socialiste peut un jour prononcer ce mot s'il convient de le prononcer? Bien, précisément, c'est bien ça la différence. Quand nous parlons d'effort et de rigueur, eh bien, ce n'est pas la même chose quand on en parle après avoir soutenu le revenu des petits agriculteurs, pris les mesures de solidarité dont je parlais tout à l'heure, et quand on ne les a pas prises. Il fallait convaincre l'autre moitié de la France, celle qui avait été écartée longtemps du pouvoir, parce que ses représentants n'y étaient pas, qu'elle aussi, elle faisait partie de la société France. Et qui, par conséquent, demandait un effort, on le demandait à tous. C'est pourquoi ces mesures étaient un préalable. Ce qui fait la différence entre les deux politiques, c'est premièrement le fait que nous nous adressons à tous les Français, mais nous leur démontrons qu'en s'adressant à eux, nous leur demandons à chacun un effort proportionnel à ce qu'ils peuvent faire. Justement, une question que je vais vous poser, c'est que finalement, depuis un an, où voit-on que cette société est une société socialiste? Prenons un exemple, la TVA. Est-ce que c'est très socialiste, les décisions qui viennent d'être prises sur la TVA? Et j'irai même plus loin, sur un plan personnel, est-ce que c'est bien conforme aux convictions que vous avez souvent exprimées sur la justice? Oui, il faut rappeler simplement que la TVA est un impôt sur la dépense et qui frappe tout le monde sur sa dépense, quel que soit le niveau de richesse des gens. On évalue en gros que ça fera une charge supplémentaire de 3 milliards. Et que les socialistes avaient dit qu'ils qu'ils réduiraient la part de la TVA. Oui, mais le premier impératif, c'est quand même d'étudier les réformes fiscales portant sur les impôts directs avec beaucoup d'attention. Par conséquent, puisque nous avions à financer des dépenses supplémentaires consacrées exclusivement à l'investissement. Et pourquoi à l'investissement? Depuis 10 ans, si on met à part l'effort dans le nucléaire et dans les télécommunications, la France n'a pas assez investi, la France n'a pas assez cherché. C'est comme si vous vouliez aujourd'hui cueillir des cerises alors que vous n'aviez pas planté des cerisiers. Notre parc d'équipement, notre outil de production a vieilli de 10 ans. Nous avons 10 ans de retard sur le Japon, 10 ans de retard sur les États-Unis, 5 ans de retard sur l'Allemagne. Par conséquent, l'argent que nous n'avons dégagé là, c'est pour l'investissement. Et nous y ajouterons le concours des banques. Eh bien, pour financer cela tout de suite, compte tenu de ce qu'est la perception fiscale des Français aujourd'hui, il nous a paru plus équitable de prendre une mesure sur la TVA, une mesure d'ailleurs qui baisse certains taux sur les produits de première nécessité et qui augmente modérément le taux sur les moyens. On a quand même l'impression que là, le réalisme l'a un peu emporté sur les principes. Oui, mais vous savez, les faits sont têtus. Alors le socialisme demeure notre inspiration. Nous ne le perdons jamais de vue. Mais il faut emprunter un sentier ardu et faire attention où l'on marche. Est-ce parce que le sentier était ardu et qu'il fallait faire attention où l'on marche que le gouvernement était si timide pour l'impôt sur la fortune? Non, c'est parce qu'il a pensé qu'en allant tout de suite plus loin, il s'est référé au précédent, n'est-ce pas? Il y a eu 2 précédents. Le premier, c'est en 1968, lorsque M. Ortoli, ministre des Finances, s'est dit, après la crise de 68, je vais augmenter l'impôt sur les successions. Ce fut un tollé général. Et pourtant, ce n'était pas une mauvaise idée quand on compare le taux de l'impôt sur les successions en France et dans les pays étrangers. Puis il y a eu ensuite le fameux impôt sur les plus-values, complètement raté par le septennat précédent.
Par conséquent, lorsque nous avons décidé de faire l'impôt sur la fortune, parce que nous pensons que les Français peuvent contribuer à la hauteur de leurs revenus et à la hauteur de leur fortune à l'effort global, nous avons fait extrêmement attention de ne pas pénaliser l'effort d'investissement. Et aussi de ne pas pénaliser les chefs d'entreprise qui, depuis 10 ans, ayant créé leurs affaires personnelles, en étaient encore propriétaires pour une bonne partie. Car nous aurions pénalisé ceux qui, pendant ces années très dures, ont le mieux œuvré pour l'intérêt de leur entreprise, mais aussi de la France. Monsieur le ministre, on a l'impression que si le réalisme vous pousse dans le domaine économique ou fiscal, un réalisme a une certaine peut-être timidité. Pour sortir de l'économie, on remarque la même timidité dans d'autres secteurs. Un secteur que vous connaissez bien, qui est celui de la décentralisation, ça va peut-être un peu plus loin que ce qu'avait fait Chaban-Delmas à l'époque où vous étiez son conseiller, mais on a l'impression que c'est un peu pareil, que le gouvernement, comme Chaban, ne va pas aussi loin qu'il l'aurait voulu. Écoutez, vous n'avez pas encore vu les textes sur les compétences et le transfert des responsabilités financières. Vous pensez que ce sera vraiment une révolution ? Non, mais je pense que qu'est-ce que nous voulons faire ? En plus de la gestion quotidienne, que vous appelez timide quand elle est raisonnable et qu'elle tient compte des faits, ça c'est votre adjectif. En plus de cela, qu'avons-nous fait ? Nous avons refait les fondations de la Maison France. L'extension du secteur public pour justement mettre fin à cette stagnation de l'investissement, pour redonner du muscle à notre économie, c'est fait. La décentralisation, c'est la démocratie à portée de la main. C'est le seul antidote contre la bureaucratie. Le président de la République, quand il faisait sa campagne électorale et qu'on lui préparait un texte, il rajoutait toujours la décentralisation. Car il sait que toutes les sociétés modernes deviennent extrêmement complexes et trop bureaucratiques. Il faut pouvoir décider, là où on est, des problèmes qui nous concernent. C'est en route, et ça se fera. Et la troisième fondation qu'il fallait changer, c'était les relations sociales, les droits des travailleurs. Eh bien, tout ça est fait dès aujourd'hui. C'est les fondations d'une maison. Autrement dit, il ne suffit pas de jouer les pompiers pour éteindre le feu de l'inflation, il fallait reconstruire les fondations de la maison. Et ce sont ces 3 réformes que nous sommes attachés à faire au prix d'un très grand effort demandé aussi au Parlement et à la nation pour comprendre et suivre tout cela. Alors Noël Copin, une dernière question et une dernière réponse rapide. Le quart d'heure est épuisé. Mais si vous me permettez de rester sur l'expression de timidité, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine timidité dans un domaine que vous connaissez bien, qui est celui du plan ? Autrefois, c'était une ardente obligation du temps du général de Gaulle, et aujourd'hui, pour prendre une expression peut-être un peu polémique, on a l'impression que c'est un peu un os à ronger que l'on a donné à un ministre surdoué pour qu'il s'occupe avec cette affaire, que ce n'est plus une ardente obligation de l'ensemble du gouvernement et de la nation. Mais vous aurez de bonnes surprises avec la préparation du prochain plan, car plus l'avenir est incertain, plus les temps sont durs, plus on a besoin de baliser la route et d'éclairer l'avenir. Par conséquent, le prochain plan permettra à tous les Français et aux entreprises de mieux voir quels sont les enjeux de l'avenir, puisque dans le fond, l'heure de vérité, c'est aussi apprécier les enjeux. Quels sont les enjeux de l'avenir ? Quelles sont les grandes orientations de l'économie française ? Quels sont les grands combats qu'il faut mener ? Quels sont les grands paris industriels qu'il convient de prendre ? Il redeviendra une ardente obligation. Non, il sera adapté à son époque. L'ardente obligation, c'est de survivre et de gagner la guerre économique. Le plan est un moyen. Bon, monsieur le ministre, nous allons changer d'interlocuteur. Alors, nouveau tirage au sort. Vous choisissez le numéro 1 ou le numéro 3 ? Le numéro 1. Numéro 1, Serge July de Libération. Alors, Serge July. Et on enchaîne tout de suite. Le deuxième quart d'heure part. Chronomètre. Bonjour. Bonsoir, monsieur Delors. Est-ce que, puisque l'émission s'appelle L'heure de vérité, et que je crois que ce qui définit la gauche par rapport à la droite en général, c'est qu'elle n'a pas peur de la vérité, en tout cas qu'elle n'a pas peur de dire la vérité à l'opinion publique. Alors peut-on dire oui ou non qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation qui impose une véritable politique d'austérité, c'est-à-dire qui va demander des sacrifices à tout le monde, à toutes les catégories sociales, à tous les partenaires sociaux ? Oui. On peut dire ça aujourd'hui ? Oui, sans ambiguïté. Il faudra que chacun renonce un peu à ce qu'il croit devoir obtenir, à ses droits. Il faudra un effort de tous. Mais cet effort, nous avons voulu la fonder sur la solidarité, d'où ma conversation avec Copin. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne les allocations de chômage, il y aura une réduction de l'allocation de chômage ? C'est l'affaire des partenaires sociaux. Tout système peut être amélioré. Il ne s'agit pas de renoncer à l'indemnisation du chômage. Il s'agit peut-être de mieux adapter les indemnités de façon à mieux inciter les gens à chercher du travail. Il y a 2 millions de chômeurs.
je me garderais de verser des larmes de crocodile ou de préconiser des solutions miracles, mais ce que je peux dire d'expérience aujourd'hui, c'est que sur ces 2 millions de chômeurs, il y en a certains qui pourraient trouver un travail si notre politique active de l'emploi était meilleure, si les services qu'on mettait à la disposition des chômeurs étaient mieux agencés, de plus grande qualité, et aussi si, lorsqu'on leur propose un travail, il y a une différence sensible de rémunération avec ce qu'ils touchent comme chômeurs. Alors, il y a quand même un principe simple, celui qui travaille doit être mieux rémunéré que celui qui se forme, qui fait un effort pour se former, et celui qui fait un effort pour se former doit être mieux rémunéré que celui qui attend chez lui qu'un travail arrive. Alors, quel type de sacrifice vous allez demander? Dans quelle direction vous allez demander aux partenaires sociaux de chercher? Eh bien, nous allons leur demander de chercher dans plusieurs directions. D'abord, le mot sacrifice est un peu fort. Il y a la sagesse et le sacrifice. La sagesse, c'est de croire que l'on peut vivre aussi bien, et même mieux, avec 8% de hausse des prix qu'avec 14%. Dans les deux cas, on ne demande pas de sacrifice, puisque notre politique est fondée sur le maintien du pouvoir d'achat des salariés et de tous les Français, et non sur le recul comme dans d'autres pays. Mais c'est plus facile à faire, et l'économie française en tirera plus de profit si nous le faisons à 8%, ce qui est mon objectif pour 1983, que si on le fait à 14%. Dois-je ajouter qu'un point d'inflation en moins, c'est 50 000 travailleurs embauchés en plus. Quant au sacrifice, il s'agit que les Français se rendent compte que les dépenses de sécurité sociale ne pourront plus croître au même rythme sans qu'ils aient à perdre du salaire direct. Il y a un choix fondamental. Actuellement... Ça va jouer sur le ticket modérateur ou sur les dépenses hospitalières? Ça, ce sera une concertation entre les organisations syndicales, le patronat et le gouvernement. Mais je crois qu'il y a un chiffre que l'on peut donner aux Français. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les années à venir comme taux de croissance de l'économie? Entre 3 et 4%. Pourtant, pour cette année, la prévision, c'est 2,5. Oui, mais je veux dire, prenons un chiffre de 3 à 4, c'est pour ma démonstration. C'est le maximum que l'on peut obtenir. De combien augmentent les dépenses sociales? Elles augmentent de 6% par an. Ça fait donc un creux d'environ 25 milliards. Ça veut dire 2 points de cotisation sociale par an. Ça veut donc dire 2 points de hausse de salaire en moins. Alors il faut que les Français choisissent. Ou bien ils veulent du salaire direct, ou bien ils veulent des transferts sociaux. Alors on dit, faisons payer ça par le budget de l'État. Bon, mais ça veut dire à ce moment-là qu'il faut augmenter de 10, de 20% le rendement de l'impôt sur le revenu. De toute façon, les Français auront à payer. Soit en touchant moins de salaire direct, soit en payant plus d'impôts directs. Mais cette distance entre le revenu qui est possible d'accéder et puis les transferts sociaux, il faut le combler. Et il faut le combler de 2 manières, en cotisant par l'impôt ou par le prélèvement sur les salaires et sur les entreprises, ou bien en s'attachant à diminuer le rythme de croissance des dépenses. Et ma conviction personnelle, c'est qu'on peut soigner mieux en soignant moins cher. Est-ce que l'ensemble des membres du gouvernement partagent cette opinion? Je vous pose cette question, pas du tout dans un souci de polémique, mais tout simplement parce qu'à 2 reprises en 24 heures, vous avez, sinon mis en question, du moins émis des doutes sur la question des 39 heures. Vous l'avez fait une première fois en recevant la Fédération sédétiste des banques, et vous l'avez fait, si j'ai bien compris vos déclarations au Monde, dans les conditions que vous avez dit tout à l'heure, vous avez remis en question la question des 39 heures. Vous avez dit qu'en fait, ce n'était pas créateur d'emplois. Vous avez contesté l'expression erreur. Enfin, vous avez dit que c'est une interprétation hâtive. Est-ce que... En tout cas, je n'ai pas dit ça à mes camarades de la CFDT de la banque. Je leur ai dit ce que je vais vous répéter. Le passage de 40 heures à 39 heures, on l'a fait pour tout le monde, pour montrer que vraiment, on ne laissait personne de côté. Et ce passage de 40 heures à 39 heures, il a été intégralement compensé. Et c'est ce qui explique la hausse du salaire horaire au premier trimestre de cette année, 4,8%, car il n'y a que 3% en réalité de salaire et 1,8% de compensation. Mais ce passage de 40 heures aux 39 heures au pas militaire n'a pas permis de créer d'emplois. J'ai donc dit simplement, je continue à penser qu'il faut faire le partage du travail pour lutter contre le chômage, c'est-à-dire travailler moins individuellement pour travailler plus collectivement, casser cette non-solidarité entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas,
mais on ne peut pas le faire par la méthode de passage de 39 à 38, de 38 à 37. Donc, est-ce que ça veut dire que, très rapidement, vous souhaitez qu'il y ait une nouvelle diminution de la durée du travail, donc sans l'équivalent salarial? Mais pas au pas de militaire avec un coup de sifflet du gouvernement, par des négociations dans les entreprises, là où c'est possible. Et alors, il y a par exemple une entreprise qui vient de passer à 35 heures par un ensemble et qui crée des emplois. Eh bien, chaque entreprise doit négocier. Il faut se rapprocher des faits. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le passage au pas cadencé de 39 à 38 et à 37 ne créerait pas d'emplois. Or, l'heure n'est pas venue de diminuer le travail. Avec la guerre économique, les compétiteurs que l'on a face à nous, il faut travailler davantage. Mais il se trouve qu'il y en a qui n'en ont pas du tout de travail. Alors partageons-le avec eux et au total, travaillons plus. Est-ce que vous pensez que le pari économique qui était le vôtre, le scénario économique qui était le vôtre et celui de François Mitterrand en juin dernier, qui consistait à dire on répare un peu les erreurs qu'avait fait Barre, c'est-à-dire on fait une véritable décompression, on relance donc la dépense sociale et donc par autant on relance la consommation et ce faisant on va atteindre la relance économique internationale. Est-ce que vous pensez que ce scénario est toujours valable? Je vous pose la question parce que les résultats sur la production industrielle, l'indice actuel est équivalent à l'indice de l'année dernière à la même époque. C'est-à-dire donc on a le sentiment quand même que la relance que vous avez provoquée n'a duré qu'un seul été. Serge July, les choses sont simples là-dessus. Je répète mon image de tout à l'heure. L'année dernière, nous étions à 50 km à l'heure en voiture. Là, nous sommes à 70 km. L'indice de la production industrielle n'est pas un bon indice. Nous savons que nous sommes au-dessus. La preuve, c'est que la consommation des Français augmente de 2,5% à 3% en volume par an. Mais ce qui trouble les observateurs, à juste titre, c'est qu'au lieu de passer de 70 à 80 puis à 90 à l'heure, en ce moment, nous sommes comme ça. Nous restons à 70. Pourquoi ? Parce que les autres voitures du convoi, c'est-à-dire les autres pays, ils roulent à 40 à l'heure. Et que nous ne pouvons pas prendre trop d'avance sur eux. Car chaque fois que nous prenons de l'avance sur eux, nous achetons davantage à l'étranger et nous leur vendons moins. Et vous ne pensez pas justement qu'on a trop d'avance? Non. Certains disent la France va avoir trop d'avance d'une certaine manière, non. Puisque le différentiel d'inflation va être de 6%, je crois. Bon, alors nous reviendrons là-dessus, mais ou bien nous faisions la purge, et à ce moment-là, nous serions dans la situation des autres, mais avec 2,5 millions de chômeurs. Nous n'avons pas été élus pour ça, et ça, c'est démoraliser la nation, je le répète. Non, nous essayons simplement d'aller à un rythme pas trop rapide, mais il y a eu deux faits très importants qui ont bien entendu pesé sur la situation dans le monde entier. C'est la persistance des taux d'intérêt élevés aux États-Unis et en février, une sorte de climat psychologique qui est venu de l'ouest des États-Unis. Toutes les grandes entreprises ont coupé leurs investissements. Ça a eu un effet négatif sur l'ensemble du monde occidental, y compris même au Japon, ce qui fait qu'en ce moment, nous ne sommes plus en récession du point de vue physique. Nous sommes psychologiquement et presque physiquement en dépression. Et c'est ce qui justifie mes inquiétudes, et c'est ce qui justifie aussi que le président de la République attache tant d'importance au sommet de Versailles, même s'il n'en attend pas des miracles immédiats. Oui, à ce propos, certains experts socialistes au sein du Parti socialiste évoquent la possibilité de décrocher les taux d'intérêt en France, des taux d'intérêt internationaux. Nous avons déjà décroché, puisque... C'est-à-dire de faire un double marché. Nous le faisons en pratique. Nous avons un taux sur le marché monétaire qui est de l'ordre de 16,3/8 pour défendre notre monnaie, et le taux de base bancaire est de 14%. Nous avons même fait mieux. J'ai dégagé 24 milliards de crédits bonifiés pour les investissements des entreprises et 3,5 milliards de francs de prêts participatifs. Et mardi prochain, 7 de mes collaborateurs vont dans 7 régions voir si ça marche. Et si les méthodes de financement qui ont été mises au point à des taux pour du long terme de 13,5%, ce qui est avantageux, à des taux de 6 à 8% pour les prêts participatifs, si je vois que les techniques mises en œuvre ne marchent pas bien, nous ferons une réunion de synthèse et nous changerons tout cela. Donc nous pratiquons déjà. Vous savez, en France, les 2/3 des crédits accordés sont des crédits bonifiés. Crédit à l'exportation, crédit au logement et autres. Alors la dualité des taux, elle existe. Ce qu'on appelle... je crois depuis plusieurs années, la ligne de l'or, ce n'est pas par hasard, vous avez été l'inventeur de la politique contractuelle, c'est ce qu'on appelle l'échange des concessions. C'est-à-dire qu'un partenaire social, une couche sociale, une corporation fait une concession et pour autant une autre, celle qui est en relation avec elle ou celle qui est dans une relation patronale avec elle, fait une autre concession.
Or, de fait, depuis un an, on n'a pas le sentiment que ça fonctionne exactement comme ça. Je veux dire par là qu'on a plutôt le sentiment qu'il y a des pressions qui s'exercent sur le gouvernement. Je pense, par exemple, ces 39 heures a été interprété quand même comme une concession qui était faite à un moment donné à la CGT, parce qu'il y avait eu un mouvement de grève, une certaine agitation organisée par la CGT. Pour d'autres cas, c'était le cas des routiers sur la détaxation du gazole. On n'a pas, plus récemment, le cas de ce qu'on a appelé peut-être un peu rapidement les cadeaux au patronat, alors qu'on n'a pas bien vu quelles concessions étaient faites de l'autre côté. C'est-à-dire on a vu, d'une certaine manière, des concessions qui étaient faites, qui étaient accordées à des couches sociales, et on n'a pas vu la concession équivalente. Autre chose qui était rendue par D'où on a le sentiment, si si je puis me permettre, on a le sentiment que la ligne de l'or est parfois entravée au gouvernement. Non, des ajustements sont nécessaires après un an de pratique gouvernementale en fonction des faits. Il est vrai qu'il y a toujours en France le risque de résurgence des corporatismes. Chaque groupe se pousse en avant. Si vous cédez à un, vous partez dans une ligne infernale. Et vous êtes toujours d'accord avec l'analyse que faisait REF Armand au début des années 60 sur le fait que c'était une caractéristique française, que c'est ça qui expliquait qu'il y avait toujours 4 ou 5% d'inflation en plus en France? Dans un certain sens, oui. Mais vous voyez, maintenant que cette année est passée, que le changement s'est fait paisiblement quand même, bien que au niveau politique, dans le dialogue, il y a un peu de radicalisation. Les Français aiment ça, mais il n'en faut pas trop, parce que dans le fond, on est là tous comme dans une cordée pour travailler ensemble. Eh bien, je rêve maintenant d'une grande politique syndicale pour le gouvernement. L'un des grands atouts d'un gouvernement de la gauche, ça doit être une coopération avec les syndicats. Alors l'autre fois, j'ai jeté un petit pavé dans la mare. Vous le regrettez? Pas Vous regrettez vos déclarations sur les syndicats? J'ai été 20 ans syndicaliste. On se parle comme ça dans le syndicalisme. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je ne pourrais pas parler comme cela. Mais c'est-à-dire vous leur dites qu'ils ne se transforment pas assez vite? Je leur dis simplement, réfléchissez. Est-ce que vous pouvez garder avec le nouveau gouvernement le même comportement qu'avec l'ancien? Alors aussitôt on dit, oh là là, il veut faire du syndicalisme le courroie de transmission du patronat. Alors on ne peut pas dire ça de moi, qui, de 1969 à 1972, me suis battu contre la majorité d'alors, étant pris pour un gauchiste pour donner aux syndicats leur place dans la société. Alors qu'on réserve ce genre de critiques à d'autres. Si la question sur les syndicats se pose, M. Delors, aujourd'hui, simplement qu'on n'a pas le sentiment, un an après l'arrivée de la gauche au pouvoir, que les syndicats ont eu un formidable développement en France. Or, effectivement, depuis des années, vous dites qu'il faut un syndicalisme fort en France. Il n'est pas possible de faire une politique d'austérité ou un effort collectif si les syndicats ne sont pas forts en France. On n'a pas le sentiment qu'ils se renforcent. Je persiste et signe. Je suis toujours partisan de cela. Mais qu'est-ce qui est fait pour qu'ils se renforcent? On n'a pas le sentiment. On a le sentiment inverse, au contraire. On a l'impression que la courbe est plutôt diminuante. Non, il faut dire, ça sera un autre sujet, et les dirigeants syndicaux sont mieux placés que moi pour vous en parler. Il faut dire qu'il y a actuellement une crise du syndicalisme, sans que le mot ait un sens péjoratif. Je veux dire que lorsqu'il faut à la fois partager les responsabilités de la politique économique pour lutter contre le chômage, puis défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs, donner à tous le sentiment de la solidarité, ça n'est pas facile. Et j'aurais plutôt tendance à rendre hommage aux dirigeants syndicaux qui essaient de faire passer ça à leurs militants, et leurs militants... Si la critique de corporatisme ne s'adressait pas... Dernière. Alors c'était l'avant-dernière. Ne s'adressait pas à eux. Comment? La critique de corporatisme ne s'adressait pas à la direction des syndicats. Non, parce que je trouve que les dirigeants syndicaux, et notamment ceux qui vont suivre un congrès la semaine prochaine, font un gros effort pour faire passer l'idée de solidarité active dans la nation. Dernière question, M. Delors. Est-ce que vous avez le sentiment, quand on est ministre de l'économie, qu'on demande beaucoup d'efforts, et dans un gouvernement de gauche où le Parti socialiste joue un rôle quand même très important, que c'est un handicap pour vous de ne pas être un élu? Écoutez, d'abord j'étais parlementaire européen, mais vous faites bien me poser la question parce que... Voulez-vous présenter au municipal à Sens? Attendez. Le jour de l'émouvante cérémonie du Panthéon, où étais-je? Alors qu'il n'y avait pas de gouvernement qu'un Premier ministre. Avec le gouverneur de la Banque de France. En train de travailler. Voilà, j'étais déjà en train de travailler. Ensuite, quand le président de la République m'a demandé d'être ministre de l'économie et des finances, je lui ai dit, écoutez, je vais quand même aller faire une petite campagne électorale du côté de Brive, par là. Il me dit, vous croyez que c'est compatible avec votre travail? Priorité à votre travail. Et maintenant, il va vous laisser du temps? Et donc, on a marné comme des chiens pendant tout l'été. On a préparé tous les textes sur la nationalisation. J'ai vu moi-même le dossier de 50 entreprises pour voir quels étaient le genre de difficultés, leur rapport avec les banquiers, etc. On n'a pas pris un jour de vacances. Ni mes collaborateurs, ni moi-même. Mais est-ce que maintenant, vous allez prendre ce temps-là?
Par exemple, dans le cas des prochaines municipales, est-ce que ça vous manque pas d'être élu? Est-ce que, en termes d'autorité par rapport au Parti socialiste, est-ce que ça ne vous manque pas? Oui, des fois, il arrive qu'on me dise dans une réunion, si tu étais élu local, tu saurais que. Alors, ceci me pousserait plutôt à le faire, mais est-ce compatible avec le travail d'un ministre de l'économie et des finances qui est à la fois un bâtisseur et un pompier, et qui peut être appelé à l'heure du jour ou de la nuit pour soit boucher un trou, éteindre un feu ou faire une petite construction, une petite tuile de plus? La question est posée. Oui, pour l'instant, je ne trouverai pas le moyen. Merci. Bon, on n'obtiendra pas de réponse, donc passage au troisième interlocuteur. Alors, dans mon esprit, il n'y a pas de surprise, mais pour vous, je l'annonce, c'est Philippe Vasseur, rédacteur en chef du Nouveau Journal. Et je serais presque tenté d'ailleurs de dire du Nouveau Journal, puisque c'est un confrère qui vient de changer de formule. Bonsoir, monsieur Delahaye. Compliment pour cette Je promotion. vous remercie. Combien de temps Même si le journal ne nous gâte guère. J'essaierai de ne pas vous gâter non plus ce soir. Bon. Combien de temps pensez-vous pouvoir éviter une dévaluation du franc? Pendant plusieurs mois? Pendant plusieurs semaines? Oui, pendant plusieurs mois. Parce que la compétitivité de notre économie est encore bonne. Nous la mesurons tous les mois, soigneusement. Elle dépend de quoi, notre compétitivité? Premièrement, de la productivité. En second lieu, des coûts de production. En troisième lieu, de la volonté de vendre à l'étranger et de se battre. Eh bien, si je considère ces trois éléments, notre compétitivité vis-à-vis de toutes les monnaies demeure positive. Qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, il me semble, et je voudrais dire cela sans agressivité, comme j'ai parlé des syndicats, il me semble que les chefs d'entreprise sont un peu découragés. Évidemment, c'est une moyenne, une constatation globale comme ça n'a pas de sens. Quand je dis ça à M. Gattaz, il me dit « venez voir mon entreprise, venez voir telle entreprise ». Mais je comprends un petit peu ce découragement. D'abord, c'est un gouvernement qui leur plaît moins. Je ne dirais pas que le précédent, parce que le professeur Barre, il leur tirait les oreilles pour qu'ils investissent et ils n'investissaient pas. Vous ne les avez pas gâtés non plus. J'entends bien, mais nous essayons quand même de trouver une bonne voie de compromis avec eux. Et en tout cas, pour ma part, je les consulte, je vais les voir, j'essaie de comprendre leurs problèmes. Mais je voudrais vous dire quelque chose qui m'apparaît plus fondamental, même si c'est sous forme d'une question. Ils sont un peu découragés, et pas depuis que la gauche est au pouvoir, même un peu avant, car c'est dur d'être chef d'entreprise aujourd'hui. C'est dur de se battre sans arrêt. Je pense à ceux qui, depuis 20 ou 30 ans, dirigent leur entreprise, exercent les responsabilités, doivent faire face au financement du progrès social, à une compétition de plus en plus agressive, venant de pays dont les coûts de production sont plus faibles que nous, face à un univers bancaire et bureaucratique qui est parfois difficile à percer. Donc moi, mon ambition, même si on me qualifie pour cela de modéré, c'est qu'en même temps j'aurai un bon dialogue avec les syndicats, une coopération conflictuelle, je me fasse mieux comprendre des chefs d'entreprise et eux retrouvent des perspectives positives pour l'avenir. C'est-à-dire que l'économie redevienne visible pour eux. Vous ne croyez pas qu'il faudrait d'abord que vous fassiez mieux comprendre d'un certain nombre de vos collègues du gouvernement? Parce que si les patrons sont découragés, c'est parce que vous avez peut-être un peu chargé la barque aussi. Il est vrai que l'effort de solidarité a coûté à tout le monde. Je ne parle pas seulement de coûts financiers, il y a aussi le coût social, il y a un certain nombre de réglementations nouvelles. Alors écoutez, prenons cela un à un. Les lois Auroux, ou les lois sur les droits des travailleurs, qu'est-ce que j'entends pas? Eh bien, si je vous les expliquais en 3 phrases, et si les chefs d'entreprise qui m'écoutent veulent bien m'écouter, qu'est-ce que c'est que les lois Auroux? Ça vise à mettre les relations sociales en France au niveau où elles sont en Allemagne, en Belgique et en Suède. Et ça se résume à 3 mots. Premièrement, les travailleurs et leurs syndicats doivent pouvoir négocier au niveau de l'entreprise des salaires réels, des conditions de travail, de l'organisation du travail. Deuxièmement, il est normal que chaque travailleur et leurs représentants soient mieux informés de la marge de l'entreprise, de façon que l'on fasse une équipe, c'est-à-dire le modèle japonais transposé à la française. Bon, il est donc important qu'il y ait un comité de groupe auprès d'une holding. Il est important que dans les petites entreprises, on puisse se regrouper pour que les travailleurs puissent comprendre ce qui se passe. Et troisièmement, pouvoir s'exprimer sur leurs conditions de travail, leur demander leur avis. Vous remarquerez que tous les pays qui ont fait des progrès décisifs en matière d'innovation et de productivité ces dernières années ont pratiqué une politique d'expression des travailleurs d'une manière ou d'une autre. Il y a la façon japonaise, il y a la façon suédoise, il y a la façon allemande. Il faut inventer une façon française.
Mais on ne peut pas dire à des gens « travaille et tais-toi aujourd'hui ». C'est trop compliqué. Il faut intéresser les gens au travail. On ne peut pas attaquer le travail sur deux plans en le rendant inintéressant d'un côté et en multipliant le chômage de l'autre. Par conséquent, les lois qui sont actuellement discutées par le Parlement et dont le coût, quand elles seront appliquées dans leur ensemble, représentera 0,30% de la masse des salaires, ces lois sont indispensables pour changer l'état d'esprit dans l'entreprise en France et faire que chacun puisse aller le matin à son travail en se disant « je ne vais pas travailler simplement pour gagner un salaire, mais j'y serai utile ». Il est obligatoire pour cela d'avoir comme interlocuteur obligatoire les syndicats, même dans les entreprises où ils sont très peu représentés? Mais c'est le grand problème que posait Serge July tout à l'heure. Des syndicats forts, c'est pas amusant, mais c'est mieux pour une nation, c'est mieux dans l'intérêt général que des syndicats faibles. Des syndicats forts qui peuvent expliquer aux travailleurs ce qu'il est nécessaire de faire pour que la nation puisse progresser, les sacrifices à partager entre tout le monde, c'est mieux que des syndicats faibles. Je vous dis, la modernisation de l'économie française depuis 20 ans a été entravée en partie, bien que nous ayons obtenu des succès, par le fait que l'on a voulu reléguer les syndicats et qu'on s'est contenté du rôle qu'ils avaient, au lieu de leur tendre la main. Et rappelez-vous des articles que j'ai faits après les élections de 78, la dernière victoire législative de la droite. M. Giscard d'Estaing a dit l'ouverture sociale, il a reçu les syndicats, le patronat l'a dit, ils ne l'ont pas fait. Ce jour-là, ils ont perdu les élections et ils ont perdu une grande chance pour la France. Je ne vais pas rester sur les projets de loi Auroux parce que vous n'êtes pas ministre du Travail mais ministre de l'Économie. Je vous ai entendu à plusieurs reprises... Oui, mais si le social ne va pas avec l'économique, mais rien ne va. Dans une heure de vérité, on n'a pas le temps d'aborder tous les problèmes. Je vous ai entendu parler à 2 ou 3 reprises tout à l'heure de guerre économique. C'est un mot qu'on n'avait pas tellement entendu dans la bouche des socialistes il y a 1 an. Les socialistes nous avaient plutôt laissé entendre qu'une fois au pouvoir, ils arriveraient avec des recettes qui permettraient d'améliorer la situation. On peut discuter du bilan, mais enfin la situation est quand même restée assez grave. Alors de 2 choses l'une, où les socialistes, je ne parle pas de vous, avaient conscience de la gravité de la situation internationale, mais disons que ça a découragé les électeurs et on n'en a pas trop parlé, chacun appréciera, ou alors ils n'en avaient pas conscience. Et c'est un peu de légèreté. Quelle est la bonne réponse? Eh bien, la bonne réponse, elle réside dans un fait historique. En 1974, lors de la précédente campagne présidentielle, François Mitterrand a dit « Il s'agit d'une crise profonde, non pas d'une crise de courte durée ». Et Valéry Giscard d'Estaing, à ce moment-là, a dit « Mais c'est une crise de courte durée ». Et la politique qui a été suivie par M. Chirac, M. Fourcade, dans le cas des orientations de M. Giscard d'Estaing, était une politique qui se fondait sur la base d'une crise de courte durée. Et c'est le même Valéry Giscard d'Estaing qui a parlé de croissance douce. Alors, entre la croissance douce et le défi économique, il y a quand même une différence. Et ce sont les socialistes qui ont dit dès le début, attention, ne vous figez pas sur la hausse du prix du pétrole, le monde occidental traverse une crise profonde de longue durée qui demandera des mutations assez importantes. Et nous voulons armer la société française et son économie pour qu'elle puisse faire face à ces défis. Alors, enfin, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez essayé de relancer l'activité en privilégiant la consommation. On ne peut pas dire que ça a été un grand succès. Vous disiez tout à l'heure qu'en 56 mois, M. Barre avait fait 800 000 chômeurs. En 12 mois, à peu près, de gouvernement, le gouvernement de M. Mauroy en a fait 300 000 de plus également. Mais soyez... Je ne dis pas, que vous emportez la responsabilité. Mais non, vos chiffres sont faux. Je vais vous donner les chiffres. Non, vous savez, je les ai. Il y a 300 000 de chômeurs de plus. Regardez le rythme de décélération. D'abord, vous êtes un trop bon économiste pour ne pas savoir qu'il y a de l'inertie en économie. Je n'ai pas dit que c'était de votre faute. Je dis simplement que la potion magique n'a pas opéré. Non, mais il n'y avait pas de potion magique. Nous n'avons jamais dit qu'il y avait de potion magique. Nous avons dit simplement que la France devait se réconcilier avec elle-même, que ceux qui étaient trop longtemps écartés du pouvoir devaient pouvoir participer à l'effort d'ensemble. C'est ça que nous avons dit. Quant au chômage, permettez... Le rythme de croissance était de 17%, il est passé à 10%, et pour les derniers mois, il est à 5%, alors qu'il est de plus de 50% en Allemagne. Oui, ça commence à se stabiliser en Allemagne, d'ailleurs. Oui, mais plus de 50%, vous avouerez que c'est quand même assez spectaculaire. Ils partent beaucoup plus bas que nous. Bien sûr, mais enfin, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, la récession économique internationale s'est aggravée. Vous ne le contestez pas, ça, au moins. Non, pas du tout, mais je pense que la récession économique internationale existait depuis longtemps. Oui, mais elle s'est aggravée. On n'avait pas suffisamment parlé. Elle s'est aggravée. Elle s'est aggravée.
Personne ne le conteste. Regardez même nos adversaires politiques ou les journaux qui ne sont pas favorables. Ils s'inquiètent sur le fait que la hausse des taux d'intérêt se maintient aux États-Unis, que l'on atteint actuellement en termes réels des taux d'intérêt qui découragent l'investissement, que le dollar fait des mouvements imprévisibles, que partout il y a recul de la production industrielle, sauf en France. Par conséquent, il faut bien voir que si la droite avait été élue, elle aurait eu une sacrée situation devant elle. Nous ne sommes plus au début de 1981. Plus une crise dure, plus elle s'aggrave. Et c'est bien ça la préoccupation centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays occidentaux qui vont se réunir à Versailles, qui sont des alliés politiques entre eux, qui, à juste titre, se préoccupent de l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, est-ce que ces pays occidentaux vont comprendre que la bataille qu'ils veulent mener se mène autant sur le plan économique et social que sur le plan diplomatique et militaire ? Car si les Américains continuent leur politique actuelle d'insensibilité à tous les autres, ce qu'ils gagneront sur le plan diplomatique ou militaire, ils le perdront, et l'Occident tout entier sur le plan économique et social. Voilà le message que nous disons depuis un an. Ce n'est pas un message de facilité. Non mais Monsieur Delors, les experts de l'OCDE c'est l'Organisation des pays industrialisés, ne sont pas tout à fait d'accord avec vous et avec l'analyse pour les mois qui viennent. Ils disent dans leurs prévisions officieuses qu'en principe, en 1983, il devrait y avoir une reprise de la croissance à peu près dans tous les pays, sauf en France, où on assisterait au contraire à un tassement, compte tenu du fait que nous avons une inflation très nettement supérieure à tous les autres pays industrialisés. En prenant le risque de la relance en juillet dernier, nous savions que nous aurions à gérer soigneusement deux clignotants, celui des prix et celui du commerce extérieur. Plus la récession s'accroît, plus le risque est grand sur le commerce extérieur. Et nous aurons encore des difficultés, je peux le dire dès maintenant, j'en suis sûr. Et en ce qui concerne les prix, plus vite nous aboutirons à 8%, mieux ce sera pour nous. Voilà ce qui est en cause. Nous sommes obligés de tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur. Mais nous n'allons pas changer de politique parce que les autres en font une différente. Nous n'allons pas infliger à la France une purge qui laissera notre économie comme un corps malade sur un lit, incapable de se relever. Alors que depuis 10 ans, il y a un manque dramatique d'investissement. Alors qu'il y a des gens qui traversent les rues à ne rien faire, qui sont au chômage. Nous sommes obligés de concilier la lutte contre le chômage et la lutte contre l'inflation. Nous ne cédons pas à la politique qui donne la priorité exclusive à la lutte contre l'inflation, et nous ne cédons pas non plus dans ces politiques à celles qui privilégient la politique monétaire sans être capables de résoudre leurs problèmes budgétaires qu'ont fait les États-Unis. Et Monsieur Delors, l'écart s'est quand même aggravé entre la hausse des prix dans les principaux pays étrangers et la hausse des prix en France. C'est la contrepartie de la croissance. L'écart était de 0,7% en 1980, 4% en 81, on est aujourd'hui à 6%. Non, écoutez, vous voulez parler des... L'écart entre la moyenne des principaux pays industrialisés, les pays de l'OCDE, comme on dit, enfin c'est nos principaux partenaires, nos principaux concurrents, et nous. Oui, mais c'est-à-dire qu'un produit français qui vaut, mettons, 100 francs au début de l'année, eh bien par rapport à... Nous avons fait un réalignement monétaire qui nous a permis de retrouver les bases d'une compétitivité saine. Au train où vont les choses, vous serez obligé d'en faire un deuxième. Mais nous verrons à la fin de l'année, en fonction du mouvement des monnaies, des hausses réelles des prix, des perspectives de croissance. Mais on ne peut pas d'un côté avoir de la croissance, comme nous en avons, ralentir très nettement la croissance du chômage, et en même temps décélérer sur les prix à toute vitesse. Ou alors il fallait bloquer les prix, mais c'est une illusion, ou pratiquer la purge, ce dont nous refusons pour les raisons que je vous ai déjà indiquées. Alors, dernière question, Philippe Vasseur. Alors, toute dernière question, Monsieur Delors, je crois que vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Serge July tout à l'heure, quand il vous disait est-ce que la ligne Delors n'est pas quelquefois entravée au sein du gouvernement. Alors vous venez ce soir d'exprimer un certain nombre de grands principes, de rigueur, d'effort. Vous savez qu'il y a des moments dans la vie où les circonstances ou bien des autorités dites supérieures vous obligent à contrebalancer, à heurter vos principes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si cela devait arriver dans les prochains mois, qu'est-ce que vous feriez ? Écoutez, je suis membre d'une équipe. Dans cette équipe, grâce au style donné par François Mitterrand et Pierre Mauroy au travail gouvernemental, je peux m'exprimer. Je ne vois pas pourquoi on me donnerait toujours raison à moi. Les autres ont aussi des arguments. Je fais partie de cette équipe. Et même si un jour, je sors un peu meurtri d'un arbitrage qui ne me plaît pas, quand je regarde la conduite de la droite française, son incivisme, sa manière démagogique de parler de la France et du franc français, eh bien, ça m'en donne envie de rester quoi qu'en coûte.
car la bataille de la gauche contre la droite, ce sont eux qui la déclenchent en ce moment. Demain, dans un hebdomadaire, on monte les 3 cavaliers de l'opposition, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Raymond Barre, et il y a marqué les 3 cavaliers de l'opposition. Quand je les écoute, j'aurais envie de titrer ce journal les 3 cavaliers de l'Apocalypse. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés, nous entrons dans le 4e quart d'heure de cette émission, et nous allons vous tourner maintenant vers SVP pour savoir, premièrement, si les spectateurs sont satisfaits de vos réponses, et deuxièmement, quel type de questions ils souhaitent vous poser. Alors j'appelle là-bas Laurence Auharvin et Christian-Marie Monod. Est-ce que vous nous entendez ? Absolument, François Harry, et je peux vous assurer que nous sommes très surpris par la quantité de questions posées. C'est un simple échantillon, je vous assure, des questions, ce qui prouve bien les préoccupations des Français concernant la vie économique et les décisions du gouvernement en la matière. Alors nous avons sélectionné quelques questions. Tout d'abord, le problème des inégalités, Laurent. Oui, alors une série de questions ou de témoignages. Après un an de changement, il y a toujours trop de gens riches et trop de gens pauvres. Il y a encore trop d'inégalités, dit M. Lejard, fonctionnaire à Melun. Comment peut-on vivre à 2 avec un salaire de 2900 francs, demande M. Dupont à Versailles, il est manœuvre. Madame Ben Simon est secrétaire à Bagnolet, elle vit dans un HLM. Et pour 4 pièces, elle paye un loyer de 500 francs, 1200 francs de charge. Quelle solution demande-t-elle ? Quand M. Delors va-t-il se décider à faire payer les riches, demande M. Glaise, enseignant à la Celle Saint-Cloud. Comptez-vous mener à bout l'impôt sur la fortune, demande Mme Nicolas, traductrice à Courbevoie. Et une question plus générale, posée par M. Yao, étudiant à Reims. Comment peut-on faire de l'économie et du social en même temps ? Ou bien le progrès social peut-il contribuer à la relance économique ? Bon, alors, M. Delors ne va certainement pas répondre à toutes ces questions. Alors, je vais vous proposer de lui faire parvenir effectivement ces questions, et il prendra son temps pour y répondre. Mais vous allez en poser une précise actuellement à laquelle il va répondre. Alors, je crois que la question la plus précise et la plus générale, disons, qui nous est posée, qui résume toutes les autres, c'est comment peut-on faire de l'économie et du social en même temps ? Est-ce que le progrès social peut contribuer à la relance économique ? S'il vous plaît, vous m'envoyez toutes ces questions avec leurs auteurs et nous tâcherons avec mon équipe d'y répondre. Vous ne serez pas déçu, Monsieur le ministre, car nous avons effectivement des centaines de questions ici. Eh bien, sur cette question, je répondrai simplement, puisqu'il s'agit de faire un effort collectif, cet effort ne peut être fait que dans la solidarité. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que dans d'autres temps, le progrès social conditionne le progrès économique. Alors que pendant les années de forte croissance, on pouvait très bien dire le contraire. Le progrès social dépendait du progrès économique. Aujourd'hui, pour redonner à la nation la cohésion, le sens qu'on fait partie d'une même équipe, il faut que le progrès social enclenche le progrès économique. Et il peut le faire de 2 manières. Par une solidarité plus active entre les Français, et les questions posées montrent qu'il y a encore beaucoup à faire, et aussi par un changement du climat dans l'entreprise qui fasse de chaque travailleur un acteur actif du changement. Voilà en quoi le progrès social est aujourd'hui un préalable à tout progrès économique, et je dirais, puisque la période est grave, à un sursaut national. Alors, autre question ? Alors, Monsieur le ministre, la préoccupation également de beaucoup de téléspectateurs, exprimée par Monsieur Legrand, qui est ingénieur à Grenoble. Pourquoi avoir augmenté cette TVA de 17,6 à 18,6%, cette TVA dont les socialistes sont toujours condamnés et estimaient que c'était un impôt injuste ? Eh bien, parce que le plus embêtant en ce moment, il faut toujours choisir entre 2 inconvénients, le plus ennuyeux aurait été d'aggraver le déficit budgétaire. Alors il y avait donc 2 sources fiscales possibles, l'impôt direct ou l'impôt indirect. Nous avions déjà demandé un peu plus à l'impôt direct pour contribuer à la solidarité et au financement de l'assurance chômage. Par conséquent, il était normal que nous demandions un peu à l'impôt indirect, en attendant des réformes plus profondes, mais qui, je dois le dire, doivent être très méditées, soigneusement pesées, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, en rappelant les échecs passés. Et elle débouchera quand, la réforme fiscale ? Elle débouchera progressivement, pas de virage à 180 degrés. Tout changement dans la fiscalité, tout changement dans les systèmes de financement apporte des perturbations. Alors les virages doivent être négociés avec sagesse et douceur. Autre question, SVP ? Autre question, pourquoi avoir accorder des cadeaux aux patrons, demande M. Bioletti, il est secrétaire technique à Bagneux. Pourquoi avoir accordé des cadeaux aux patrons alors qu'il n'y a pas de garantie que les investissements serviront à créer des emplois ? Une bonne question. Et parce que, monsieur, ce que l'on a fait au titre de la solidarité représente, selon les entreprises, l'équivalent en salaire de 3 à 5% sur 18 mois.
et que compte tenu de l'environnement international, notre économie démarrait très mal. Par conséquent, la proportion, la pesée de ces coûts supplémentaires sur les revenus des entreprises et sur leur capacité d'investissement, cette pesée était trop forte. Il en aurait été différemment si les économies qui sont autour de nous étaient reparties, car à ce moment-là, les entreprises auraient dégagé plus vite des progrès de productivité. Puisqu'il n'en a pas été ainsi, nous avons pris l'impôt le plus réparti, la taxe professionnelle, un impôt d'ailleurs qui est très impopulaire, un impôt qui est très anti-économique puisqu'il frappe l'investissement et l'emploi. Et le ministre du Budget a trouvé une formule très originale pour permettre d'abaisser cette taxe et par conséquent de ramener les coûts des entreprises à des niveaux supportables. Nous avions fait un grand effort pour ceux dont je parlais tout à l'heure, handicapés, familles, personnes âgées, pour le SMIC, pour les salariés les plus modestes. Il fallait que les entreprises, d'un autre côté, n'aient pas une charge trop forte. Je le répète, si l'économie mondiale avait repris comme prévu, pas seulement par nous, mais par tout le monde, dès janvier dernier, il n'aurait pas été nécessaire de faire cet effort. Mais compte tenu de cet environnement international, les charges des entreprises étaient relativement trop lourdes. Il fallait les alléger. La parole à un nouveau téléspectateur. Oui, Monsieur le Ministre, une question exprimée par Monsieur Le Breton, qui habite Lorient, qui est une question qui n'est pas économique, mais qui reflète de nombreuses préoccupations de la part des téléspectateurs. Je la lis telle que, en tant que chrétien, cela ne vous gêne-t-il pas d'être dans un gouvernement qui veut s'attaquer à l'enseignement libre? Cela n'a rien d'économique, mais je pense que cela intéresse également beaucoup de téléspectateurs. Mais il ne s'agit pas de s'attaquer à l'enseignement libre. Et d'ailleurs, s'il en était ainsi, pourquoi M. Mauroy et M. Savary auraient eu du mal à se faire entendre lors de la journée d'action laïque? Il faut dépassionner ce problème. Ce n'est vraiment pas la question sur laquelle doit buter la société française dans sa réconciliation avec elle-même. Il s'agit simplement de négocier un pluralisme acceptable par tous et qui permette à chacun de rester fidèle à ses convictions spirituelles ou philosophiques. En tout cas, moi, dans ce gouvernement socialiste, si ça peut rassurer monsieur, je ne suis pas du tout inquiet. Je peux continuer à aller à la messe le dimanche, par exemple, sans que personne me le reproche. Par conséquent, arrêtons de faire de ces guerres civiles inventées qui nous empêchent d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même la cohésion que nous avons entre nous et la volonté commune de sortir de la crise et d'offrir à nos enfants des perspectives enthousiasmantes en termes de société et en termes de travail. Oui, Sauervin, d'autres questions? Oui, revenons, si vous le permettez, Monsieur le Ministre, aux questions plus économiques. Il y en a une série qui porte sur l'évasion des capitaux. Comment allez-vous empêcher l'évasion des capitaux, demande M. Ascenso, conseiller municipal à Béziers. Pensez-vous faire revenir l'argent qui est parti frauduleusement en Suisse, demande Mme Muller, cadre administratif à Paris. On a l'air d'avoir abandonné les poursuites contre Paribas. Que pensez-vous faire, demande M. Dobro, comptable à Asnières. Toutes les actions qui ont été menées contre des fraudeurs ou contre des gens qui cherchaient à évader des capitaux sont continuées. Simplement, ce n'est pas une raison pour dresser un bûcher place de l'Hôtel de Ville à Paris pour telle ou telle personne. Il y a des procédures légales en démocratie pour permettre aux gens de se défendre lorsqu'ils sont accusés par l'administration d'avoir fraudé ou d'avoir évadé des capitaux. Et s'ils sont condamnés, ils sont condamnés à des amendes et ils doivent les payer. Ou peuvent même être condamnés à la prison. Mais ce n'est pas en mettant cela en exergue tous les jours qu'on recréera en France, alors que tant d'autres s'acharnent à agiter l'opinion, que tant d'autres s'attachent à énerver les Français. Ce ne serait pas ainsi que l'on créerait le climat nécessaire pour l'effort collectif auquel j'ai fait appel tout à l'heure. Monsieur le ministre, une question qui revient souvent, également de la part des téléspectateurs, c'est une question de Madame Anne Ambord à Paris, qui est secrétaire de direction. En ce qui concerne la solidarité, on ne parle absolument pas des fonctionnaires qui ont la sécurité de l'emploi et passent gentiment à travers tout. La solidarité, donc, selon Madame Ambord, n'est pas égale. Je renvoie Madame aux questions qu'ont posées deux fonctionnaires sur le fait que la lutte contre les inégalités n'allait pas assez vite. Ils pourraient se réunir ensemble et réfléchir sur ce que sont les inégalités dans la France d'aujourd'hui, notamment entre ceux qui ont un emploi stable et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont un emploi stable et ceux qui ont un emploi précaire, ceux qui ont des salaires élevés et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont une retraite assurée et ceux qui ont une moins assurée parce qu'ils n'ont pas travaillé le nombre d'années utiles. Autant de sujets de réflexion entre les Français. Et je suis sûr que si on fait des émissions
en mettant les Français en contact les uns avec les autres, ils progresseront mieux dans la connaissance des inégalités et ils comprendront mieux ce que peut être la solidarité aujourd'hui. Parmi les moyens de lutter contre le chômage, il y a la formation professionnelle, mais trop peu de crédits lui sont consacrés, nous dit-on. De nombreux téléspectateurs ont appelé dans ce sens. Comment cela se fait-il ? Écoutez, là, vous me faites de la peine, parce que je suis quand même à l'origine... C'est mon enfant. Je suis quand même à l'origine de cette loi sur la formation professionnelle. C'est moins le manque de crédit qui m'inquiète que la manière dont a été appliquée cette loi et le gaspillage des crédits. Je considère qu'avec les sommes qui sont actuellement dépensées pour la formation professionnelle, on pourrait faire beaucoup mieux. Donc ce n'est pas une question de quantité de crédit, c'est une question de qualité de dépenses et de revenir à l'esprit de cette loi qui était faite pour donner à chaque travailleur, à n'importe quel moment de sa vie, les moyens de dominer ses problèmes, de maîtriser son travail ou de retrouver un travail. Monsieur le ministre, une question de monsieur Hanin, qui est militaire à Saint-Cyr-l'École. Pourquoi deux langages, réduction des horaires de travail et pas d'embauche dans la fonction publique, donc un mauvais exemple? Je ne comprends pas, là. Nous aurons créé dans le secteur public pris au sens large 200 000 emplois en 18 mois pour apporter une contribution à la lutte contre le chômage. Quant à la réduction du temps de travail, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la réduction du temps de travail en soi n'a aucun sens dans une France qui doit se battre et qui doit consacrer toutes ses forces à maintenir, à développer son appareil de production et à défendre son niveau de vie. Si par conséquent nous parlons de réduction du travail, c'est pour partager le travail. Je le répète, il faut travailler moins individuellement pour donner la place aux autres et travailler plus collectivement. La France n'a jamais eu besoin autant aujourd'hui de travailler et de bien travailler. Par conséquent, le partage du travail, oui. La réduction du travail sans création d'emploi, non. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'autres questions à SVP? Peut-être pourrions-nous arrêter quand même là, parce qu'il est maintenant... Il y a une dernière question. D'accord. De M. Lafliche à Paris qui dit que le ministre de l'économie a déclaré récemment dans une interview que la situation du franc ne l'empêchait pas de dormir et il se préoccupe de l'insomnie du ministre de l'économie et des finances. Oui, il a raison de se préoccuper de mes insomnies car j'en ai souvent et pour de multiples causes. Mais c'est vrai que le franc, la défense du franc, c'est un élément parmi d'autres de ma tâche quotidienne et que par conséquent, je m'en préoccupe. Simplement, le franc, c'est un instrument de la politique économique. En ce moment, il faut défendre la parité du franc parce que la compétitivité de notre économie est bonne et aussi parce que nous devons, à partir de septembre, avec les ministres de l'économie et des finances des autres pays européens, analyser successivement nos politiques économiques, nos politiques budgétaires, nos politiques monétaires et voir où en est le système monétaire européen. Et j'espère qu'à cette occasion, on reprendra les propositions que j'ai faites pour renforcer le système, c'est-à-dire pour renforcer la cohésion de l'Europe. Et à cet égard, les événements de ces derniers jours, qui ont suscité une crise au sein de l'Europe, avec une issue positive pour les prix agricoles, devraient être un révélateur. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire dans cette émission, je voudrais le dire en un mot, mais c'est ma conviction profonde. L'Europe, ce n'est pas simplement un idéal, mais c'est aussi une nécessité. C'est un idéal pour tous ceux d'entre vous, et dont moi, qui ont connu l'avant-guerre, le fascisme, la guerre, plus jamais ça entre les pays européens. Mais c'est aussi une nécessité. Aucun pays européen, fût-il le plus puissant, ne pourra s'en sortir seul face à ces deux grandes puissances économiques que sont les États-Unis et l'Amérique dans son ensemble, le Japon avec tous les pays du Pacifique de l'autre. L'unité européenne, c'est une condition de notre survie. Voilà pourquoi, en dépit de toutes les difficultés, nous proposons sans arrêt des solutions. Le président de la République a proposé un programme de relance. Moi-même, j'ai proposé l'Europe à géométrie variable pour permettre d'avancer à 6 ou à 7 là où on pouvait avancer. L'Europe, ce n'est pas simplement un idéal, je vous dis, c'est une nécessité. Et les Français y songent pas assez. Ils sont trop repliés sur eux-mêmes. Il faut qu'ils comprennent que cette dimension européenne est liée à leur propre destin. Monsieur le ministre, est-ce que vous souhaitez avoir encore une minute pour conclure ou est-ce que vous estimez que c'est votre message final? Non, je voudrais quand même... Une minute pour donner les enjeux de votre politique et expliquer ce vers quoi vous voulez conduire la France. Non, je crois que ce que j'ai à dire se résume en 3 mots. La patience, la solidarité et l'effort. La patience parce que en économie,
comme en agriculture, rien n'arrive vite ni seul. Par conséquent, les mois qui viennent seront difficiles. Et les journalistes auront des mauvaises nouvelles que l'on pourra, parce que c'est la loi de l'information, monter en épingle. Ces mauvaises nouvelles, elles ne me découragent pas, elles ne découragent pas le gouvernement. Ce qu'il faut, c'est investir, c'est-à-dire nous doter d'un appareil de production bien meilleur. Mais investir, on n'en aura les résultats que dans 3-4 ans, d'où la nécessité du plan. Ce qu'il faut, c'est donner du travail au plus de gens possible. Ce qu'il faut, c'est que dans l'entreprise, il y ait un climat qui permette à tout le monde d'apporter sa pierre pour une meilleure prospérité, une meilleure productivité. La solidarité, encore une fois, si les politiques précédentes ont échoué, c'est parce que le langage d'austérité était un langage à sens unique. Que signifie le langage de rigueur pour celui qui a 2500 francs par mois pour vivre? Nous avons fait un effort pour cela, pour leur montrer qu'ils faisaient partie de la communauté nationale. À leur tour, maintenant, ils peuvent accéder aux responsabilités, me comprendre les enjeux. Il y a du pain blanc pour tout le monde, mais il doit y avoir aussi du pain noir pour tout le monde. Et enfin, le troisième élément, l'effort. La solidarité doit être le socle sur la base duquel doit être construit l'effort national. Je dis souvent, dans une formule qui n'est pas peut-être du meilleur goût, l'heure n'est pas à la cueillette des cerises. Je veux dire par là que le moment est devenu de planter des arbres qui seront les fruits pour nos enfants. Le moment est venu de doter notre économie des moyens de répondre à un défi qui est peut-être sans doute beaucoup plus important et beaucoup plus pernicieux que celui du lendemain de la guerre. On aurait pu penser, après 30 ans d'efforts et de travail, car on a beaucoup travaillé pendant 30 ans, en France, sous 2 républiques, on aurait pu penser que l'heure est venue, comme disait M. Giscard d'Estaing, de la croissance douce de la société post-industrielle. Eh bien, pas du tout. De nouveaux défis nous assaillent, une nouvelle révolution industrielle, des compétiteurs acharnés, de la déstabilisation militaire ou sociale qui nous oblige à nous défendre. Tout cela, c'est une période rude. Moi, je la trouve plutôt stimulante, mais elle ne sera gagnée que si l'on retient bien ces 3 mots, patience, solidarité, effort. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir inauguré cette première émission L'heure de vérité. Prochain rendez-vous le 10 juin avec Georges Marchais et le 24 juin avec Jacques Chirac. Bonsoir, merci.